Bien, bonjour ou rebonjour. Et pour ce séminaire donc, sur les bibliothèques invisibles, je suis vraiment extrêmement heureux d'accueillir aujourd'hui à cette table l'une de nos plus brillantes jeunes médiévistes, enfin spécialistes de littérature française médiévale, qui est Estelle Daudet. Estelle Daudet qui, après un cursus en France, École normale supérieure et diverses universités, est actuellement professeure ordinaire en littérature des XIVe et XVIe siècles à l'université de Lausanne. Et Estelle Daudet a consacré sa thèse à l'historiographie officielle bourguignonne au XVe siècle, puis elle a soutenu une habilitation sur le théâtre allégorique au XIVe et XVIe siècle. Donc elle a enseigné à la Sorbonne, à Lille, elle a été professeure à Grenoble, mais maintenant elle est à Lausanne. Et ce qui me paraît intéressant dans le travail d'Estelle Daudet, c'est que elle couvre des domaines extrêmement divers. D'abord, elle travaille sur le théâtre médiéval. C'est une historienne du théâtre, et aussi sur la représentation de l'actualité et de l'histoire dans les œuvres littéraires, entre le XIIIe et le XVIe siècle. Travaille sur les chroniques du temps présent, les poésies de circonstances, la satire, la polémique, les traités politiques. Et cela l'amène aussi à quelque chose qui est tout à fait original pour une médiéviste, à savoir de s'intéresser de manière plus globale, plus générale, plus contemporaine peut-être, à la question de l'archéologie des médias et la question de la communication en général. Et c'est ce qu'on retrouve dans les très nombreuses publications et très nombreux livres, je dois dire, d'Estelle Daudet. Il y avait d'abord la thèse, parue chez Champion, Un cristal Mussier en un coffre poétique de Georges Châtelain. J'en cite seulement quelques-uns. Il y a eu un grand livre, on ne peut pas dire une biographie, parce que ce serait réduit à peu de choses, des biographies, mais sur Chrétien de Troyes, apparu chez Talandier en 2009, donc un livre fondamental sur Chrétien. L'habilitation, je pense, sur le théâtre allégorique en français, paru au Classique Garnier en 2018, Moralités et jeux moraux, un livre des études sur le théâtre et les arts de la scène, de nombreuses éditions critiques, éditions de sources, et puis, juste, je le mentionne, parmi les nombreux autres livres, parfois des livres de popularisation sur la littérature médiévale, un volume collectif dirigé avec Yves Citon, Écologie de l'attention et archéologie des médias. Ce qui veut dire qu'on peut faire du Moyen-Âge et aussi être en parfaite concordance ou harmonie avec les problématiques les plus contemporaines, celles des réseaux sociaux peut-être. Et je crois que la question qui va être abordée aujourd'hui par Estelle Daudet est précisément une question à la fois très contemporaine et dont Estelle va faire peut-être l'archéologie, d'une certaine manière. C'est la question, alors j'en cite le titre, et je donne la parole tout de suite à Estelle Daudet, de la lectrice à l'autrice, naissance des bibliothèques au féminin. Et il n'est pas besoin d'aller très très loin pour comprendre les résonances contemporaines d'un tel sujet. Je suis très très content de vous accueillir. Je vous donne la parole. Merci infiniment, William Marx. Merci aussi au public. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, au début, il y a l'image. C'est ce que nous apprend Aby Warburg, dont nous venons d'entendre parler. Parfois, cette image est textum, tissée en tant qu'œuvre d'art et tissée aussi de souvenirs livresques. Et c'est peut-être par une de ces images que je voudrais commencer. Alors, cette image, la voici. Une tapisserie, textum donc, œuvre tissée, et aussi inspirée d'un texte littéraire. Cette tapisserie, la tapisserie des Malterer, est destinée à un couvent de femmes à Fribourg, en Allemagne. Mais nous ne sommes plus au XXe siècle, nous sommes au XIVe siècle, et elle montre, vous le voyez, Aristote, qui se détourne de sa bibliothèque, sa roue à livres placée devant lui, pour se tourner vers une femme, elle située à l'extérieur de la bibliothèque. Et bientôt Aristote va si loin qu'il se met à genoux, et même entre les genoux de cette femme.
Ce textum, cette œuvre d'art tissée, est inspiré par un texte qui a connu un succès européen. À partir du XIIIe siècle, c'est le Lais d'Aristote, d'Henri d'Andély, un conte moral dont le succès tient pour une bonne part au motif de l'amoureux des livres cédant au désir sexuel. C'est apparemment le même poncif que rejoue en 1957 The Music Man de Meredith Willson, une comédie musicale adaptée au cinéma en 1962. Le héros que vous voyez ici y tombe amoureux d'une bibliothécaire qu'il entreprend de séduire sur son lieu de travail. D'Aristote à Marianne, la bibliothécaire, ce qui nous fait rire apparemment ici, c'est le changement des représentations sexuées longtemps dominantes. L'amoureux des livres est devenu une amoureuse. Mais à y regarder de plus près, ces bibliothèques bousculées par la différence sexuelle nous font rire de deux choses qui n'en sont peut-être qu'une. On rit d'une sortie du culturel lorsque Aristote abandonne ses volumes, mais on rit d'un retour au naturel, ou ce que peut-être la société américaine des années 50 considérait comme tel, lorsque Marianne lève les yeux de son catalogue pour découvrir l'amour et le mariage. Alors, la tension entre ce que le français ancien appelait nature et nourriture, l'inné et l'acquis, le privé et le public, le féminin et le masculin, est de fait un invariant anthropologique dans presque toutes les cultures. Et dans celle des religions du livre, elle a bien sûr modelé pendant des siècles les représentations des bibliothèques, où se cristallise la complexité des rapports entre les sexes, rapports de force, de complémentarité, de réversibilité. Il suffit pour s'en convaincre de comparer deux représentations, toujours au début l'image, celle d'hommes affairés autour d'une bibliothèque compulsant les livres de savoir dans cette représentation du roman de Troie au début du XIVe siècle, et puis ces lectrices pénétrant dans la bibliothèque des livres sérieux et s'y assoupissant aussitôt dans une gravure de la fin du XIXe siècle. Les constantes et les évolutions de ces représentations, qui sont fabriquées pour une bonne part par les textes que les bibliothèques rassemblent, ont été mises en lumière par des historiennes et par des historiens des arts et des littératures dont les travaux ont littéralement explosé ces dernières décennies et qui culminent, on l'a dit en ce moment, dans des grandes sommes comme Femmes et littérature paru l'année dernière. Ma présentation fait écho et rend hommage à cette actualité critique, mais avec un objectif spécifique. Il s'agira de réfléchir à l'invitation que vous avez lancée, William Marx, dans « Vivre dans la bibliothèque du monde ». Saisir ce que nous disent du monde et ce que font aussi du monde, et ici du masculin et du féminin, les bibliothèques. Les bibliothèques en tant que lieu réel et qu'espace imaginaire dont le fonctionnement repose, on l'a compris, sur la sélection, la distinction, parfois l'occultation, mais aussi la connexion et la proposition d'ordre, toujours remise en jeu. Mon hypothèse sera que les bibliothèques au féminin sont l'un de ces ordres alternatifs. Pour comprendre les enjeux de leur émergence dans les cultures européennes en langue moderne, je vais vous proposer d'en observer plus précisément un moment charnière qui m'est cher, vous l'avez compris, les XIVe, XVe et XVIe siècles. Alors pourquoi cette période ? C'est entre le développement de l'humanisme à la fin du XIVe siècle et le développement de l'imprimerie au XVe puis au XVIe siècle que le terme bibliothèque s'est inventé, s'est diffusé en français. Il a du coup infléchi le sens d'un autre mot qui existait auparavant, l'ancien mot librairie, qui est devenu le mot désignant les collections des particuliers. Et ce sont à ces collections des particuliers que je vais m'intéresser dans cette enquête. Par contraste, la bibliothéca a désigné un lieu de conservation savante, mais aussi, on vient de le voir, un répertoire des titres à connaître, tels que l'ont dressé dès 1545 Conrad Gessner pour le latin, et puis les bibliothèques de la Croix du Maine et du Verdier pour le français 40 ans plus tard. Mais déjà, des décennies auparavant, avaient éclaté, dès le début du XVe siècle, les premières querelles littéraires autour des panthéons de bons facteurs, comme on disait alors, c'est-à-dire des meilleurs écrivains, débats dans lesquels les lectrices et autrices ont joué un rôle majeur. Et pendant ces 3 siècles, XIVe, XVe, XVIe siècle, des communautés de lecture aussi ont changé.
Les communautés traditionnelles, monastiques et universitaires se sont vues rejointes, voire concurrencées par des réseaux laïques et mixtes des cours et des villes. Différentes manières de lire se sont aussi étendues à tous les milieux, de la lecture solitaire et silencieuse à l'écoute collective, en passant par la ruminatio à voix basse. Et enfin, parmi les changements majeurs de cette période se trouve l'augmentation considérable des archives, qui permettent de mieux connaître ces librairies, ces collections possédées par les femmes et les hommes, ouvrant ainsi la voie à l'histoire matérielle des bibliothèques. Et pourtant, a-t-il au fond été possible alors d'imaginer ce que j'appelle la bibliothèque au féminin, c'est-à-dire non pas les collections possédées par les femmes, mais un ordre des livres, autant symbolique que pratique, où se jouent et se déjouent les rapports de pouvoir imposés par la valence différentielle des sexes. Mon hypothèse ici, et j'essaierai de le montrer, est qu'à cette époque, le féminin et les bibliothèques au féminin, qui sont un peu différentes des collections féminines, je vais essayer de le montrer, bien, ces bibliothèques au féminin se sont affirmées comme un pouvoir d'estrangement. Alors, je choisis ce terme polysémique, et je l'avoue, d'abord pour rendre hommage à William Marx, qui aime bien le terme étrangement, dans sa version moderne, mais aussi parce que ce terme, assez fréquent dans la période du moyen français qui nous intéresse, est un terme polysémique qui désigne trois choses, au moins, l'extranéité de ce qui vient du dehors, la différence qui distingue, mais aussi la surprise que fait naître un ordre inversé, autre. Alors j'essaierai de montrer comment la bibliothéca a été vue comme le lieu spécifique, dans un premier temps, de ce que le français ancien appelle la lettreur, c'est-à-dire les savoirs lettrés, instituant un certain usage des livres qui a fait de la lectrice une étrangère à ce type de bibliothèque. Mais la bibliothèque n'est pas seulement un lieu, elle est aussi un geste d'assembler, un geste de sélectionner. Et en confrontant les inventaires des livres possédés par des lectrices et les lectures que d'autres livres ont prêtées à ces lectrices, j'essaierai de cerner ce que disent les classements genrés des pratiques littéraires à cette époque et peut-être à la nôtre. Et enfin, je m'intéresserai au statut étrange des autrices et aux manières dont elles ont construit ce que je vais appeler ici des bibliothèques en négatif, c'est-à-dire des modèles alternatifs ouvrant des champs de possibles que nos bibliothèques font peut-être advenir aujourd'hui. Entre la fin du XIVe siècle et le début du XVIe siècle, la multiplication des ouvrages illustrés destinés à un lectorat laïque et mixte a donné une visibilité sans précédent à deux motifs, à la fois iconographiques et textuels, apparemment proches pour nous, la femme au livre et l'homme en bibliothèque. S'agit-il pourtant de la même chose? Alors commençons, si vous voulez bien, par une image issue d'un ouvrage de la collection d'Anne de Polignac vers 1530. Une image bipartite accompagne l'envoi, c'est le texte qui est accompagné par cette image, l'envoi par saint Jérôme d'une épître sur le veuvage à la romaine Furia, dans une traduction française. Dans cette image, donc séparée en deux, vous voyez au premier plan Jérôme, habillé en évêque, donc vous voyez, qui a écrit un papier qu'il confie à un messager. Ce papier devient un livre entre les mains de Furia, donc une transformation a priori valorisante pour la lectrice. Le papier qu'on lui tend devient entre ses mains un livre. Mais autre chose se joue à l'arrière-plan de l'image. Si vous regardez de près, des rayonnages fournis s'exposent sur les murs du lettré, tandis que l'endroit où la dame conserve ses livres est invisible. Elle lit, il vit dans la bibliothèque. Vivre dans la bibliothèque implique en effet d'habiter un espace où s'accomplit la lettreur, c'est-à-dire cette transformation de la lecture de livres en écriture grâce à un usage savant. Augustinus, qui est le pseudonyme de saint Augustin dans le Secretum de Pétrarque, publié après la mort de ce dernier en 1378, Augustinus décrit cet usage à Franciscus, alias François Pétrarque. À chaque fois que tu lis, dit-il, tu trouves dans des livres des citations. Eh bien, ces citations qui te frappent, que tu trouves en compulsant les ouvrages, tire-en un florilège et tu vas ensuite les transformer en matériaux d'écriture. Tu vas les mettre dans ta mémoire. On parlait de la mémoire tout à l'heure, de l'atlas de la mémoire. Eh bien voilà, c'est l'usage lettré des livres. Mets-les dans ta mémoire et puis promène-toi à l'intérieur de cette mémoire livresque et fais œuvre à partir de là. C'est la technique qui distingue l'usage lettré des livres dans la culture médiévale et humaniste.
Mais l'originalité du Secretum est de nuancer l'éloge de ce mode de vie apparemment fort enviable. En effet, Franciscus avoue sa relative insatisfaction à vivre dans cette bibliothèque, ce studiolo humaniste, parce qu'il y manque quelque chose. En effet, Laure, destinataire des poèmes de Pétrarque en toscan, est absente de cette bibliothèque savante. Non pas que l'univers féminin soit un monde sans livres, mais ceci relève de ce que nous appellerions aujourd'hui la littérature, c'est-à-dire des écritures de fiction, c'est-à-dire des écritures aussi en langue moderne, qui engagent, comme le martèle saint Augustin à un Pétrarque à moitié convaincu, des manières de lire et de vivre radicalement étrangères à ce type de bibliothèque. La lectrice est donc ailleurs. Et ce qui la rend absente à cette bibliothèque savante, c'est peut-être paradoxalement qu'elle pourrait y être trop présente. Car la lectrice est réputée avoir une manière de lire bien particulière. Elle fait corps avec les livres. Elle fait corps d'une manière trop visible, trop désirable aussi. En effet, la lecture d'ouvrages de divertissement est supposée induire chez elle une attitude qui fait naître le désir irrésistible de l'arrêter. La femme qui lit, c'est la femme à qui qu'on empêche de lire, à cause de son attitude de lecture. Alors comment lit-elle? Comment imagine-t-on qu'elle lit? Yeux baissés, bien sûr, volume posé sur les zones érogènes de la poitrine ou des genoux, corps rendu disponible. C'est ainsi que Froissart se rappelle avoir vu son premier amour dans l'Épinette amoureuse en 1369. Une femme qui lit, il s'approche. Par son nom, ce roman, comment l'appelez-vous, ma belle et douce? Alors, elle ferme la bouche, car elle était en train d'oraliser sa lecture. Elle pose la main sur le livre, leur répondit comme courtoise et me dit « De Cléomadès est appelée ». Oraliser, érotiser la lecture féminine n'est donc pas une conférence avec les livres, mais une conversation avec un tiers. Elle s'épanouit donc dans des lieux alternatifs à la bibliothèque savante, des lieux ouverts à la possibilité de la rencontre des sexes, comme le jardin ou le lit. Il est d'ailleurs significatif que la lectrice, séduite par Froissart, cite un roman, le Cléomadès d'Adoné le roi. Or, à l'orée du manuscrit 3142 de la bibliothèque de l'Arsenal, qui conserve précisément ce roman de 1280, l'auteur est assis au bord d'un lit. Alors au bout du lit, en fait, vous le voyez, l'auteur est au bout du lit, porte une petite couronne, ça renvoie à son surnom, Adoné le roi. Il est assis au bord du lit de Marie de Brabant, reine de France, et parle avec elle, discute avec elle du texte qu'il va écrire, de ce roman que nous allons lire, ou peut-être le raconte déjà à la reine et à sa belle-sœur Blanche. Et puis l'histoire devient un livre. Et à la fin de l'ouvrage, ce livre, autre image, est offert à un homme, Robert d'Artois. Elles lisent à l'oral, on leur parle de la lecture, ils lisent et ils mettent en bibliothèque. Inutile d'insister bien sûr sur les périls qui découlent de l'interpénétration, si j'ose dire, du livre et du lit de la lectrice. À la fin du XVIe siècle, le 7e discours des Dames galantes de Brantôme s'amusera à ce qui est déjà un lieu commun de la littérature grivoise, à savoir l'analogie entre les murmures des femmes quand elles lisent et leurs gémissements amoureux, les petits gazouillis de cette femme ici qui prétend lire alors qu'elle est en train de faire l'amour avec un amant. Mais à l'entendre, en quelque sorte, à entendre le son qu'elle émet, c'est presque la même chose. Étrangères donc à ces lieux de savoir que sont les bibliothèques, les lectrices apportent avec elles une double dynamique qui les met en danger, qui met ces bibliothèques en danger. L'appropriation toujours possible par elles des catalogues masculins, ce qui implique une nécessaire, mais évidemment difficile et instable, régulation sexuée des pratiques de lecture. Alors, le potentiel comique de cette dialectique n'a pas échappé aux hommes de théâtre qui me sont chers. La comparaison de pièces, la comparaison de pièces du XIIIe au XVIe siècle que nous avons conservées en français met au jour une mutation intéressante dans la mise en scène des collections d'hommes passées aux mains de femmes. Dans le monologue du département des livres, texte du XIIIe siècle, un clerc fait l'inventaire des ouvrages qu'il a perdus. Alors, s'il a laissé, dit-il, son Juvénal à Bonnival et son Virgile à Abbeville, vous admirez la richesse des rimes, la faute en est en réalité à sa fréquentation des tavernes et par conséquent des habitantes des tavernes que sont les prostituées. Il a donc laissé ses livres classiques latins
aux mains des prostituées qui sans doute n'en ont pas fait grand-chose. La farce de maître Jean Genin, imprimée à Paris au début du XVIe siècle, met elle aussi enseigne un étudiant qui perd ses livres. Mais ici, la mise en scène est un peu différente. L'étudiant, saisi de folie, lègue ses livres à sa mère. Elle reçoit, par testament, qu'elle dicte, vous le voyez dans l'extrait ici, une liste d'ouvrages universitaires. Alors, ce sont Hippocrate et Avicenne, donc des traités de médecine, ce sont des ouvrages de droit, le Décréteron, la physique d'Aristote, et puis des ouvrages d'art oratoire, etc. À la comédie de la dissipation masculine, dans le département, dissipation à tous les sens du terme, il disperse ses livres et sa vie, succède ici l'appropriation burlesque par une femme de livres qui lui sont étranges, c'est-à-dire qui ne lui conviennent pas. On rit du fait que ce soit une femme qui reçoive ses livres. Du moins a priori, qui ne lui conviennent pas a priori, car on rit aussi du fait que les choses ne sont pas si simples. Ces livres convenaient-ils bien à l'étudiant? Et pourquoi la mère, peut-être, ne les lirait-elle pas? La farce nous fait rire, au fond, de cette complexité de l'appropriation des livres. Alors, pour mieux comprendre la dynamique de sexuation des formes littéraires qui est ici, vous le voyez, à l'œuvre, il va être utile maintenant de comparer ce qu'ont collectionné les femmes qui étaient propriétaires de librairies, comme on disait, c'est-à-dire de collections privées, et que révèlent leurs inventaires après décès, et les bibliothèques virtuelles qu'on a prêtées aux lectrices. Et on va essayer de confronter les deux choses, non pas pour montrer qu'il y a un écart, parce qu'évidemment, bien sûr qu'il y a un écart, mais ce n'est pas ça, à mon avis, qui est intéressant, mais pour essayer de comprendre comment joue cet écart, c'est-à-dire comment les bibliothèques, en tant que geste de sélection et de connexion, ont fabriqué des pratiques genrées de la littérature, et comment les pratiques genrées, réelles ou imaginaires de la littérature, ont fabriqué des bibliothèques. Que lisent-elles, en vrai, si l'on ose dire? Que nous disent les collections privées dont nous avons gardé les inventaires dans ces XIVe, XVe et XVIe siècles? C'est l'époque où nous gardons des inventaires de bibliothèques féminines, pour la première fois en tout cas pour l'Europe occidentale. Alors, un des traits par lesquels les historiens repèrent une bibliothèque privée de femmes à ces époques, c'est qu'elle accueille d'abord des textes presque exclusivement rédigés en langue moderne, à l'encontre des collections masculines qui sont marquées généralement par la présence du latin. Au début du XVe siècle, Jean Gerson, le théologien bien connu, le théologien de Paris, incite ses sœurs à apprendre à lire en français pour pouvoir leur envoyer des livres. « Je vous baillerai livres de dévotion », dit-il. Et ce faisant, Gerson souligne une deuxième caractéristique, à savoir la part dominante que tiennent dans ces collections féminines les ouvrages de spiritualité et de morale, ce que j'appelle ici les livres-liens. Je vais en dire un mot dans un instant. De fait, les statistiques établies par Geneviève Aznor à partir des possessions de 12 princesses francophones du XIVe au XVIe siècle montrent que les ouvrages de dévotion, le nombre de ces ouvrages, n'est jamais descendu au-dessous d'un quart du total des livres possédés par ces femmes et s'élevait souvent à 50, 70, voire 80% du total de leurs inventaires. S'agit-il alors du genre, par excellence, féminin? La bibliothèque féminine est-elle cette bibliothèque tibétaine dont parlait André Malraux dans L'homme précaire et la littérature? Lorsqu'il parle de la culture médiévale, Malraux dit « la culture médiévale, c'est la bibliothèque tibétaine », c'est-à-dire entièrement tournée vers une pratique dévotionnelle, et où l'art profane n'a qu'une place minime. Caricature de Malraux, bien sûr. Mais quand on regarde une collection de femmes, on se dit il y a peut-être là une trace, quelque chose de vrai. S'agit-il d'un genre littéraire? Est-ce que ça serait ça, le genre genré, genre féminin par excellence? Bien sûr, la catégorie de genre littéraire que nous héritons du XIXe siècle est relativement peu pertinente pour ce type de production ancienne, car si l'on regarde ces œuvres de dévotion, quels sont ces livres de dévotion que Gerson veut donner à ses sœurs? Bien, c'est peut-être des traités de spiritualité, mais ça peut être de la poésie religieuse, ça peut être du théâtre hagiographique. Ce sont des livres dont l'écriture est diverse, mais qui sont unis dans une même pratique. Et quelle est cette pratique? C'est la pratique d'un lien. Le livre de prière, par exemple, le psautier, le livre d'heures, qui est souvent d'ailleurs l'unique livre possédé par les femmes, notamment de milieux modestes, eh bien ce livre fait lien. Il fait lien vers Dieu, bien sûr, mais il fait aussi lien vers la famille, car ces livres, qui sont une part très importante des bibliothèques féminines, sont généralement reçus en héritage souvent féminin, l'héritage des mères, et servent aux femmes à apprendre à lire à leurs propres enfants.
Et on voit ici, dans une image des heures d'Anne de Bretagne, la Vierge Marie qui apprend à lire dans le psautier ou dans le livre de sa mère, Sainte Anne. Anne de Bretagne étant évidemment, Sainte Anne étant évidemment la patronne d'Anne de Bretagne. Donc, ouvrage quotidiennement relu qui assure non seulement le salut, mais la mémoire d'une famille, non seulement la mémoire d'une famille, mais le salut d'un individu, et là, ou d'une personne. Et la 67e nouvelle de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre laisse bien percevoir cette puissance, puisqu'elle raconte l'histoire d'une femme qui est abandonnée avec sa Bible et son mari, pratiquement dans cet ordre-là, sur une île sauvage proche du Canada. Et alors, l'héroïne, figurez-vous, y survit grâce à ses lectures incessantes, tandis que l'homme succombe aux privations. Enfin, c'est toujours plus ou moins le maillon faible, donc c'est tout à fait normal. Une troisième caractéristique des collections féminines, largement partagée d'ailleurs avec les collections masculines de cette époque, est de rassembler des livres non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Des livres pratiques, des livres pour faire quelque chose. Alors par exemple, vous lisez ça, vous êtes un petit peu déçus, parce que vous allez trouver beaucoup de livres de diététique, par exemple, pour assurer la santé de la famille, des livres d'histoire pour l'éducation, et puis des grands ouvrages classiques qui font la sociabilité qu'il faut avoir pour pouvoir en parler. C'est ainsi que le bourgeois qui rédige à la fin du XIVe siècle Le Ménagier de Paris pour sa jeune épouse juge pour sa part certains livres dérangeants. Et c'est le cas, par exemple, de l'histoire de Griselédis, pourtant si célèbre à cette époque, qui a été notamment popularisée par une version latine de Pétrarque avec de nombreuses traductions. Alors, Griselédis, c'est cette figure de femme qui est une épouse soumise à un mari sadique, alors qui accepte absolument tout ce qu'il lui fait, il lui arrache ses enfants, il la met à la porte, elle dit oui, si j'ose dire amen à tout, et elle apparaît comme une sorte de figure exemplaire de la bonne épouse. Mais aux yeux du bourgeois de Paris, il le dit, cette lecture est dérangeante, elle est cruelle. Faut-il avoir le livre, faut-il le donner à lire à des lectrices? Et pourtant, il va donner ce livre à lire à sa femme, en lui disant ceci: malgré mes réticences, désire bien que, puisqu'autres l'ont vu, que aussi vous l'avez. Tout le monde a lu ce texte. Il faut que vous l'ayez lu aussi pour pouvoir en parler. Et sachez de tout parler comme des autres. Pour pouvoir parler de ce livre, eh bien, il faut que ce livre fasse partie de votre bibliothèque. Alors, un hiatus, comme vous le voyez, existe entre les textes conservés, en tout cas dans les inventaires garde-traces, et ceux dont on prête le goût aux lectrices. Poésie d'amour, romans sentimentaux, etc. Certes, ce type d'œuvres, la poésie, les romans, éventuellement le théâtre comique, induisent une réception oralisée qui pourrait expliquer qu'elles sont très peu présentes dans la thésaurisation des inventaires des femmes. Toutefois, le discours constant qui les qualifie de genre féminin montre qu'une typification genrée a été très tôt à l'œuvre. Ainsi, dans ses essais, pourtant lieu d'une réflexion très fine sur les pratiques de lecture, Montaigne assume sans aucune distance une telle naturalisation de la poésie. Alors la poésie, les femmes peuvent en avoir, elles ont nom, elles savent ça qu'elles lisent. Pourquoi ? Parce que c'est un art folâtre et subtil, déguisé, tout en plaisir, tout en montre. La poésie, c'est joli. La poésie, c'est un peu superficiel. C'est comme elles. Et bien sûr, elles aiment ça. De même, l'appétence des femmes pour les récits d'amour serait une conséquence de leur penchant naturel pour la luxure et pour le mensonge. Oui, elles aiment lire des histoires d'adultère, parce que naturellement... Bon. Dans toutes les littératures vernaculaires d'Europe, depuis leurs origines, les lectrices de romans ont été décrites comme des séductrices ou bien des victimes de séduction, ce qui est quasiment presque la même chose, puisque la lectrice est supposée lire ce qui lui ressemble et se comporter comme ce qu'elle lit. Et il y a donc, si vous voulez, une sorte d'archéologie des Emma Bovary qui remonte en réalité aux origines du roman en langue vernaculaire et dont l'incarnation sans doute la plus célèbre est Francesca da Rimini, que Dante découvre au 5e chant de l'enfer, en enfer, coupable d'adultère après avoir lu d'un peu trop près Lancelot du Lac avec un amant qui l'embrasse naturellement à cause de cette lecture, pendant cette lecture. La stratégie constante des détracteurs, comme des auteurs de fiction, qui étaient d'ailleurs souvent les mêmes, a donc consisté à cataloguer des bibliothèques féminines en partie virtuelles,
En partie virtuelle parce que ces titres condamnables et condamnés restent identiques absolument d'un siècle à l'autre, pendant des siècles, ce qui force tout de même l'admiration et suscite aussi quelques soupçons. Convoquer donc des bibliothèques virtuelles, voilà ce qu'elles auraient dans leur bibliothèque, pour mieux disperser ces bibliothèques. Et ici, simplement deux exemples, sous des plumes fort différentes et d'auteurs, mais de régions d'Europe et de périodes aussi différentes. Sous la plume de Vives, par exemple, traduit au milieu du XVIe siècle par Pierre Changy dans l'Institution de la femme chrétienne, qui appelle à la dispersion de ces collections privées de femmes qui accueillent des livres coupables, comme Lancelot du Lac. C'est ce que lit Francesca da Rimini. Et puis le roman de la Rose et Tristan, où, début du XVIIe siècle, donc bien après, sous la plume de Jean-Pierre Camus, qui met en scène une lectrice passionnée qui montre le catalogue de ses livres, l'inventaire de ses livres privés. On va trouver La Rose, Lancelot du Lac, Tristan, pendant que les ouvrages, les histoires véritables, donc les ouvrages qui ne sont pas les ouvrages de fiction, sont relégués dans la grande bibliothèque, celle du couple, celle de l'homme, grande bibliothèque où la poussière témoignait qu'elle n'était pas tant en usage que ces belles fadesses. Donc, il y a des livres qu'elles lisent et puis des livres qu'elles ne lisent pas. Alors les bibliothèques féminines, vous le voyez, ont été le lieu d'un double geste. Geste de matérialisation et geste de virtualisation. Il y a des livres effectivement conservés. Ces livres conservés peuvent faire signe vers d'autres livres, conservés ou pas conservés, livres réellement possédés ou livres pas possédés, mais dont on suppose que les lectrices les ont possédés. Et ceci, pourquoi pas, jusqu'au plus inavouable. Car enfin, on sait ce qu'elles lisent, on sait ce que l'on dit qu'elles lisent, mais et s'il y avait aussi ce qu'elles voudraient lire et qu'elles ne disent pas et qu'on n'ose pas dire, etc. Alors c'est de cet enfer caché que s'amuse par exemple la farce du vendeur de livres conservée dans le recueil de Rouen, en 2 versions à la fin du XVIe siècle. 2 femmes entreprennent d'acheter à un colporteur une liste d'ouvrages qui commence par un roman de la Rose et puis qui continue par des vies de saints et du théâtre religieux. Donc elles veulent acheter pour leur bibliothèque des livres de dévotion, des livres édifiants. Mais leur achat est mis en échec, car le marchand leur répond par une liste de textes d'un tout autre genre. Elle demande des beaux discours des saints, il leur donne des discours sur le mariage qui attestent que les cocus sont en grand nombre. Ainsi, les livres édifiants réclamés par les acheteuses vont se heurter dans une escalade verbale tout à fait réjouissante au titre misogyne puis obscène que le vendeur non pas seulement dit, mais crie à tue-tête. Car en effet, le ressort comique de la pièce est que la vraie raison de la colère des acheteuses n'est pas que leur vertu est outragée par ce catalogue des livres obscènes dont elles ne veulent pas, mais c'est que le cri du marchand révèle les titres qu'elles voudraient bien lire en secret, ou peut-être qu'elles lisent en secret. Et c'est ce qui, à mon sens, est pointé par le détail du roman de la Rose, caché au fond du sac du marchand dans les premiers vers de cette pièce. Alors, lectrices étranges, bien sûr, mais plus étranges encore sont les autrices, d'autant plus que leur nombre et leur statut social en constante augmentation du XIIe au XVIe siècle les ont rendues de plus en plus visibles. L'étrangement, dans leur cas, s'exprime par la surprise que suscite leur nature de monstre. L'autrice est un monstre au sens propre du mot, à cette époque, en français, c'est-à-dire un être hybride. Elle lit, c'est une femme, elle écrit, donc c'est un homme. Donc elle fait une action qui est une action masculine. Et cette notion de monstre est très souvent lancée, voire récupérée, par ces autrices, comme on en voit ici par deux citations. La première de Christine de Pisan, dans La Vision Christine, qui, lorsqu'elle reçoit la vocation d'écrire, eh bien, cette vocation est immédiatement qualifiée de « outre le commun ordre des femmes ». Donc, à proprement parler, c'est une vocation extraordinaire, hors de l'ordre commun. Et autre exemple, c'est le qualificatif de monstre, monstre étrange, qu'emploie Clément Marot pour parler d'une autre autrice, Marguerite de Navarre, qui a corps féminin et tête d'ange. Comme l'octorialité se donne à voir entre le XIVe, XVe et XVIe siècle dans les représentations de la bibliothèque, représentations iconographiques et représentations textuelles, vous comprenez pourquoi
il a été crucial pour ces autrices d'afficher des habitus qui sont induits par cet espace. Il a fallu que l'autrice se montre en bibliothèque, dans la bibliothèque savante. Et les études pionnières de Jacqueline Cerchiglini-Toulet ont montré combien la légitimité de la première écrivaine professionnelle européenne, qui est Christine de Pisan, a reposé en grande partie sur son appropriation de cette bibliothèque, de cette étude humaniste, dont elle montre l'image au seuil de pratiquement tous ses textes, image au sens visuel, mais aussi image au sens textuel, puisqu'elle se montre sans cesse, ici dans cette citation par exemple, c'est l'incipit de la Cité des Dames, comme séant en ma cellule, donc assise dans ma cellule, en la fréquentation de l'étude de lettres, donc je fréquente l'étude des lettres et en même temps je suis dans l'estude, c'est-à-dire dans cette bibliothèque savante, environnée de livres, et là, j'écris. Et pourtant, la lectrice est-elle un lecteur? La lectrice savante est-elle à sa place dans le studiolo humaniste? Eh bien non. En tout cas, c'est ce que nous dit Christine de Pisan, qui dans sa propre librairie, dans cet espace de bibliothèque savante qu'elle s'est construite sur le modèle de l'écrivain masculin, eh bien, elle n'échappe pas à la position de la lectrice, non à sa place, de la lectrice dérangée. Dérangée, c'est-à-dire elle ne rentre pas dans l'ordre de cette bibliothèque. Pourquoi? Parce que dans ce catalogue de la bibliothèque savante, il y a des livres que Christine appelle estranges. Estranges, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui les a choisis, mais ils se trouvent là, dans ces volumes, imposés à elle par l'ordre des livres savants. En fait, ils font partie de la culture savante. Or, ces livres, ces classiques, se révèlent être envers les femmes agressifs, voire haineux, par leur misogynie, par leur grivoiserie, par leur pornographie, pourquoi pas, comme c'est le cas des Lamentations de Mathéolus ou du roman de la Rose de Jean Demain. L'autrice donc est une lectrice dérangée, pas à sa place, dans la bibliothèque, qui lui donne pourtant sa légitimité savante. Elle va donc être conduite à construire des bibliothèques, mais des bibliothèques en négatif, pour se défendre en quelque sorte. Et c'est à ce but que répond en 1405 la Cité des Dames, un lieu construit sur le modèle de la Bibliotheca Instructa, c'est-à-dire de la forteresse des livres, où chaque pierre porte l'image d'une femme puissante, vertueuse ou savante. Et vous avez ici une petite citation que simplement je glose. Une cité, dans cette cité des dames, cette cité citadelle, cette forteresse de livres, ne rentreront que les histoires des dames de renommée et des femmes dignes de l'os, c'est-à-dire de réputation. Cité fort close, dit la citation. Monde fort clos, mais non dépourvu pourtant d'ouverture, puisque cette bibliothèque au féminin se caractérise par son accueil de l'estrange, et notamment des autres langues vernaculaires. Au prestige du roman de la Rose, l'italienne Christine oppose la Divine Comédie, qu'elle conseille aux défenseurs de Jean Demain de découvrir, mais en traduction, puisque ces latinistes ne connaissent pas l'italien. Et de fait, la traduction entre langues modernes a été une activité pluriséculaire des autrices. Alors, ces bibliothèques au féminin, vous voyez, ne sont pas les collections féminines des femmes, mais une possibilité alternative à l'ordre de la bibliothèque, avec 3 objectifs, me semble-t-il, à long terme, bien sûr, mais qui sont déjà esquissés à ce moment-là. D'abord, ces bibliothèques au féminin doivent contribuer à changer, en quelque sorte, si l'on peut dire, l'histoire des auteurs et des autrices, en révélant des connexions inattendues entre elles et eux, comme les images d'Abby Warburg qui, tout d'un coup, trouvent des connexions inattendues. Et la Cité des Dames nous invite à rêver que dans les ouvrages qui se trouvent au chevet de Platon se trouvaient les poèmes de Sappho. Premier objectif. Deuxième objectif, changer l'image de la lectrice. Les stéréotypes négatifs attachés aux lectrices doivent être combattus grâce à des représentations plus positives de leur usage des livres. Donc, contre le cliché de la coquette folle de fiction, l'Épître de Christine de Pisan montre ainsi des femmes de tous âges en train de lire sous l'égide de Diane, déesse de la chasteté. Et les écrivaines du XVIe siècle participeront à cette tentative de changement d'image en ne composant guère, sauf assez rares exceptions, de romans
mais en investissant plutôt d'autres formes d'écriture, y compris fictionnelles, mais à dimension plus morale, plus éducative parfois. Au sein des livres eux-mêmes, les lieux liminaires vont féminiser, donner à voir au féminin la relation littéraire, montrant l'autrice donnant son livre à des lectrices privilégiées, comme c'est le cas par exemple de Marguerite de Navarre, à laquelle je rends hommage dans cet amphithéâtre, donnant son livre La Coche à la duchesse d'Étampes dans cette représentation du maître de François de Rohan au milieu du XVIe siècle. Et enfin, c'est à l'ordre même de la bibliothèque, c'est-à-dire au classement des œuvres et des auteurs, que doivent contribuer celles qui écrivent. En 1581, Marie de Romieux conclut son bref discours sur les qualités des femmes par une liste de lettrées contemporaines. Il s'agit d'un Parnasse alternatif où apparaissent non seulement celles qui écrivent, Marguerite de Navarre, les Dames des Roches par exemple, mais aussi des mécènes comme Catherine de Médicis et des organisatrices de cercles littéraires comme Claude de Clermont par exemple. Le salon qui triomphera du XVIIe au XIXe siècle s'affirme ici en quelque sorte comme une étape dans le long itinéraire qui a conduit de la Chambre des Dames à la bibliothèque publique et peut-être à nos médiathèques d'aujourd'hui. Literature is open, lock up your libraries, disait Virginia Woolf en 1929, en constatant combien la bibliothèque a été un lieu de fabrication des dominations genrées. De fait, la troublante proximité entre les mécanismes d'invisibilisation que décrit Woolf au début du XXe siècle et les réflexions de Christine de Pisan plus de 5 siècles auparavant pourrait faire conclure à une histoire arrêtée, les femmes sur le seuil des bibliothèques. Pourtant, l'inversion massive des taux de fréquentation des femmes et des hommes aujourd'hui dans nos bibliothèques, bibliothèques nationales, bibliothèques de quartier, évoque plutôt une histoire renversée. Faut-il alors penser l'invariance culturelle? Elles sont dehors, toujours. Ou bien faut-il penser une sorte de téléologie progressiste? Ça va mieux, elles entrent, etc. Il me semble que penser en ces termes opposés, vous le voyez, et contradictoires, dans une certaine mesure, et peut-être une impasse. Et je vous propose plutôt d'ouvrir la voie, et en tout cas, ça serait une proposition qui est d'ailleurs menée par beaucoup d'autres que moi, de mener plutôt des enquêtes plus attentive à la complexité des imaginaires et des pratiques liées à la bibliothèque et au genre dans les diverses cultures mondiales. En Europe, les XIVe, XVe et XVIe siècles ont été un moment important de cette complexité. Les femmes et le féminin y ont joué un rôle majeur dans au moins 3 phénomènes. D'abord, la bibliothèque en tant que lieu d'une certaine culture, de cette lettreur, de cette bibliothèque savante. Cette bibliothèque-là est devenue alors hyper visible, définissant par contre-coup des espaces autres où s'est épanouie une relation que nous appellerions aujourd'hui une relation à la littérature, c'est-à-dire à d'autres formes de livres qui n'entraient pas dans cet ordre des livres-là. Deuxième point, en tant que geste, la bibliothèque n'est pas seulement un lieu, mais c'est un geste, ces bibliothèques pensées à cette époque vont dessiner plusieurs ordres de sélection, de classement, révélant des pratiques des livres, tantôt concrètes, tantôt virtuelles, tantôt fantasmées, tantôt attestées, pour montrer que, et je crois que je reprends ici ce que vous disiez, William Marx, il y a peu, derrière une bibliothèque se cache toujours une autre bibliothèque. Je crois que là, on voit très bien l'archéologie de ce système. Et enfin, parce que la bibliothèque est un mode de relation, elle invite ceux et surtout celles qui écrivent à agir pour explorer toujours des alternatives, y compris agir dans l'étrange. Alors de cette recherche tâtonnante, que reste-t-il? Est-ce que les bibliothèques ont changé? Est-ce que les catalogues des bibliothèques au XVIe siècle ont changé? Et je vous jure que ce n'est pas préparé. Alors évidemment, si on se pose cette question, on regarde les premiers catalogues ou les idées de bibliothèques parfaites, telles qu'esquisse par exemple le projet de la Croix du Maine. En 1584, il dit qu'il a présenté son projet en 1583 au roi de France, et on vient de l'entendre tout à l'heure, c'est un projet de bibliothèque idéale composé de 100 buffets sur l'ensemble des savoirs du monde, et un d'entre eux, une petite étagère, est consacré aux femmes illustres et autres. Alors on l'a dit, le projet de la Croix du Maine est un projet aberrant, discordant, hétérogène, problématique, en excès. Il y a quelque chose d'étrange, et vous avez parlé à l'instant de bibliothèque impossible. Eh bien,
pour ma part, je vois dans cet appel curieux, ambigu, non seulement à la présence des femmes, mais à la présence des femmes et autres, c'est-à-dire à une ouverture étrange vers l'altérité. J'y vois peut-être moins une impossibilité qu'un possible, qui s'esquisserait à ce moment-là. Un possible qui réorganiserait peut-être aujourd'hui et demain l'ordre de nos bibliothèques. Je vous remercie. Merci infiniment Estelle Daudet pour cette conférence qui effectivement a manifesté et a tissé de nombreux réseaux entre le cours qui précédait et puis votre propre propos d'une manière tout à fait inattendue, puisque nous n'étions pas concertés pour la Croix du Maine, donc il y a eu 2 éclairages là sur ces femmes illustres et autres. Alors je ne sais pas du reste sur quoi porte le et autres. Est-ce que c'est autre type d'êtres que des femmes, ou femmes illustres et femmes d'autres genres que illustres. Peut-être il y a les femmes infâmes. Oui. Voilà, absolument. Je trouve que ce autre qui il faut vérifier, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que c'est le seul endroit des étagères, des buffets, où apparaît ce et autre, qui est tout à fait mystérieux. Alors bien sûr, il est polysémique, c'est les femmes illustres et puis celles qui le sont moins. Mais alors pourquoi leur consacrer des livres ? Ou bien c'est les femmes illustres et autres créatures également illustres qui seraient comme ça, marginales comme les femmes. Mais enfin, il y a cet appel à l'estrange, en fait. C'est-à-dire il y a un appel à l'altérité, en quelque sorte, ou à l'autre, ou aux autres qui est présent. Oui. Et on retrouve là effectivement cette puissance de l'empirie, au bout du compte, contre laquelle la Croix du Maine ne peut rien. C'est quand même ce qui le rend par son aberration assez intéressant pour nous, justement, parce qu'il se permet des choses que d'autres n'auraient sans doute pas faites. Non, alors j'étais ravi de vous entendre, en particulier, vous l'avez dit, et je crois que c'est important, en particulier ici, dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre, et dans ce Collège de France qui a été fondé, dit-on, par François Ier, qui a effectivement joué un rôle officiel, mais on le sait bien, Marguerite de Navarre, sa sœur, a été en fait la grande inspiratrice de cette institution. Une institution justement tournée dès l'origine et dans son fondement vers l'étrange, c'est-à-dire vers les langues étrangères, celles qui n'étaient pas enseignées à l'université, l'hébreu, le grec, l'arabe, ou des disciplines qu'il était moins comme les mathématiques. Et vous avez rappelé, là aussi, ça me paraît tout à fait intéressant, cette présence des femmes parmi les traductrices, donc, de langues vernaculaires. Donc il y a quand même ce rôle. Voilà, ça m'a tout à fait fasciné, ça. C'est-à-dire, effectivement, il y a là tout un aspect de la culture non officielle, hétérodoxe, qui est représentée par les femmes, puisque aux hommes revient la culture officielle et aux femmes le reste, l'étrange. Oui. Et juste un rapprochement, et puis là-dessus je pensais au fait que, alors je veux savoir si ça existe aussi pour la littérature française ou les littératures européennes médiévales. Mais c'est un phénomène assez intéressant de voir que au Japon, la littérature japonaise, en langue japonaise, est née des femmes, parce que la littérature officielle, la poésie, était écrite en chinois, qui était le chinois, c'est le latin des Européens, c'était la langue savante, la langue de culture, et les hommes écrivaient en chinois, de même que en Europe, les hommes, les doctes, les lettrés écrivaient en latin. Et les premières grandes œuvres de la littérature japonaise ont été écrites par des femmes. C'est le livre de chevet de Seishonagon, c'est le dit du Genji de Murasaki Shikibu. Est-ce qu'il y a là un équivalent d'une innovation dans la littérature vernaculaire par les femmes qui ne serait pas faite par les hommes, parce que précisément les femmes n'auraient pas accès au latin et on ne leur laisse que ce qui n'est pas possible.
Oui, l'analogie est tout à fait pertinente, puisque pour deux raisons au moins. D'abord, en effet, puisque les femmes n'ont qu'un accès réduit au latin, même s'il y a évidemment des grandes lettrées, mais ce sont des exceptions, on va pour elles traduire et écrire des œuvres. Et donc, que ce soit des œuvres scientifiques, la plupart des œuvres ce que nous appellerions aujourd'hui scientifiques, qui ont été écrites en français à partir du XIIe siècle, sont généralement pour dédicataires des princesses ou des dames nobles qui n'avaient pas accès aux sources latines, et de la même manière pour les textes de divertissement, si on veut, pour les fictions en langue vernaculaire, on pense aux romans en particulier, où la figure de la lectrice est par conséquent absolument fondamentale, puisque c'est bien pour elle que l'on écrit. Et par ailleurs, donc là on parle du côté de la lectrice, mais par ailleurs la présence des femmes autrices est attestée depuis le début bien sûr des littératures vernaculaires européennes, et assez souvent en position de traductrice. Alors là il y a une longue histoire de l'autrice traductrice, on pense à Marie de France au XIIe siècle qui traduit, dit-elle, ces laits du breton, donc d'une littérature, d'une langue vernaculaire qui n'a pas en tout cas qui n'a pas le même rayonnement culturel que peut l'avoir le français, par exemple, pour en régaler la cour. Alors, Denis Pyramus et d'autres moralistes nous expliquent que ça a un succès absolument formidable, mais ça c'est au XIIe siècle, et puis c'est une longue histoire, et je pense par exemple au début du XVIe siècle à Anne de Graville, qui offre à la reine Claude de France des traductions de certains textes de Boccace, par exemple, comme de Théséida, etc. Donc ce passage, notamment entre langues vernaculaires, est resté, et là on peut continuer jusqu'à pratiquement aujourd'hui, mais au moins jusqu'au XVIIIe siècle, un lieu privilégié de l'écriture féminine. C'est tout à fait intéressant de cet espace en fait qui est étrange, laissé aux femmes, mais qui permet quand même par les hommes, et qui permet quand même à la culture, à la civilisation, à la littérature de se développer dans des directions qui autrement auraient été inexplorées. Il y avait dans tout ce que vous avez montré et cité des choses absolument passionnantes, et j'ai énormément appris. Quelque chose qui m'a intéressé, c'est la citation de Camus que vous faisiez, où l'on voyait qu'en fait, les femmes, me semble-t-il, étaient liées à des livres un peu obsolètes, c'est-à-dire que c'était les vieux livres, à une époque où, évidemment, les livres étaient choses chères, donc quand on disparaissait, les livres se transmettaient, sans doute on ne les mettait pas sur des bancs comme on le fait maintenant, on ne les revendait pas tout de suite, on gardait les livres. Et est-ce que les femmes n'étaient pas souvent, c'est une hypothèse, lectrices de livres un peu obsolètes, un peu vieux, alors que les hommes pouvaient avoir accès, avaient l'argent pour pouvoir acheter des livres neufs? Je m'intéresse à la femme lectrice. Que c'est pas un peu ça qu'on voit dans des exemples que vous avez donnés? Alors dans le cas très précis de la citation de Jean-Pierre Camus que j'ai donnée de manière tronquée, en réalité il y a une liste qui est marquée, je dirais, plutôt sous le sceau de l'étrange, c'est-à-dire que de l'estrange. Vieux romans, qui sont des fadaises, Montaigne le dit déjà, et Don Quichotte, n'en parlons pas, mais aussi livres étrangers. Alors, cette lectrice possède des livres en italien et en espagnol, qui paraissent évidemment tout à fait superfétatoires, etc. Donc on retrouve c'est pas une équivalence, mais enfin cette connexion possible de l'estrange temporel et de l'estrange géographique. Quant à la question des livres obsolètes, alors, dont rien ne le montre particulièrement dans les collections réelles des femmes, elles ont des livres qui sont souvent des livres de pratique, donc qui peuvent effectivement relever d'une certaine tradition, comme le livre d'heures, etc. Mais ça fait partie d'un discours aussi sur leur bibliothèque, et le fait, par exemple, que dans la farce du vendeur de livres, il y ait ce vieux roman de la Rose qu'elles veulent lire, pourrait effectivement aller dans ce sens, même si dans cette farce, il me semble que l'indice amène vers un type de comique qui est un peu particulier, puisque c'est un livre misogyne, grivois, etc. Mais oui, il y a cette idée qu'il s'agit d'un ordre des livres déphasé, c'est-à-dire dérangé par rapport au rangement masculin. Si déjà les femmes lisaient le roman de la Rose, qui est quand même une œuvre dans la partie Jean Demain particulièrement libertaire, et quand même qui présente, en tout cas, un monde assez
déjà assez dérangé par rapport à l'ordre du monde. C'est déjà une lecture assez libératoire, me semble-t-il. Il me semble qu'il y avait aussi dans les images que vous montriez une sorte de discord, ou du moins d'harmonie un peu faussée entre le texte, je pensais à l'extrait de la manuscrit de la Cité des Dames, et l'illustration, parce que l'illustration montrait quand même des dames de cour maniant la truelle, ce qui est un adionaton, enfin vraiment une impossibilité, quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible, et donc qui donne vraiment un aspect tout à fait utopique et impossible au projet présenté par Christine de Pisan. Donc il y a là une sorte, on a l'impression que l'illustrateur se venge en quelque sorte du texte de cette manière. Alors en fait, c'est parce que c'est une utopie au sens où ces dames ne sont pas des dames de cour, sont des allégories. C'est les figures de droiture, de raison, de justice. Donc ce sont des figures féminines des vertus qui construisent avec Christine la Cité des Dames. Donc il n'y a pas du tout de la part de l'illustrateur une approche ironique, ou plutôt d'ailleurs sans doute de l'illustratrice, puisque nous savons que les artistes que Christine de Pisan a employés, puisque c'est elle qui faisait faire ces manuscrits, étaient pour un certain nombre d'artistes de l'image des femmes. Donc je dirais que l'illustratrice, si c'en était une, est tout à fait proche des vœux de l'autrice ici, mais nous voyons en effet, ça c'est tout à fait clair, la construction d'une utopie ou d'un possible avenir, en tout cas. Voilà. Donc l'utopie laisserait entendre que ça ne peut pas se passer. Dans le cas de Christine de Pisan, clairement le projet est que cela advienne. Il faut commencer maintenant. Et il faut commencer dans la métaphore, il faut commencer dans l'allégorie, c'est-à-dire dans un discours autre, avec des femmes qui sont étranges, c'est-à-dire ce ne sont pas des vraies femmes, elles n'existent pas, mais ce sont des figures tutélaires, des qualités, finalement, et qui vont aider donc la justice, la droiture, la raison, la figure de sagesse, qui vont aider l'autrice à construire cette bibliothèque. Autant pour moi qu'il y avait une lecture trop moderne de cette illustration. Donc il y avait des femmes qui participaient à l'élaboration des livres, de l'illustration, de la copie même. Alors, ça c'est la copie, nous connaissons les mains, diverses mains, qui n'ont plus ou moins pas de nom. X, c'est la main qui désigne celle de Christine de Pisan. Christine de Pisan copiait ces livres, elle avait une technique de calligraphe, et d'autres personnes travaillaient autour d'elle dans son atelier, des femmes et des hommes, sans doute plutôt des hommes, autant qu'on peut les connaître, mais enfin c'est possible qu'il y ait eu des copistes femmes aussi. Mais en revanche, on a des archives et des documents sur des mentions en fait, d'illustratrices. Anastasie, par exemple, une femme qui travaillait dans le domaine de l'enluminure à Paris et qui a travaillé pour Christine de Pisan. Puis alors une toute dernière question absurde et sans doute ancrée dans un ordre du monde bientôt phallocratique, mais vous n'avez pas parlé de livres de ménage, de livres de cuisine, ce genre de choses. Est-ce que ces livres-là existent? Est-ce qu'ils ont un lectorat plus spécifiquement féminin, ou non, du reste? Ou est-ce qu'ils ont des auteurs, des autrices aussi? Est-ce que... voilà. Alors, la cuisine est le domaine des hommes pour sa conception et des femmes pour sa fabrication. Donc, il existe bien sûr des livres de cuisine, en particulier à cette époque, au XIVe et au XVe siècle, que ce soit les livres de Taïwan, de Maître Chicard, etc. Toujours des auteurs masculins. Et j'ai cité ce texte du Ménagier de Paris, dont le titre vous indique qu'il s'agit d'un livre de ménage, alors pas de ménage, faire le ménage, mais ça veut dire la manière dont on va s'occuper de la maison, et toute la fin du livre est consacrée aux recettes de cuisine que l'épouse doit, non pas accomplir, mais quels ingrédients elle doit faire acheter par les servantes, etc. Donc cela existe, donc, ce type de littérature, si on veut, existe, c'est écrit en général par des hommes. Est-ce que c'est collectionné plus par des femmes que par des hommes? Ici, les archives ne nous montrent aucune différence. Il n'y a pas de livre de ménage qui serait plus présent dans les collections féminines. En revanche, il y a davantage de livres de diététique, de médecine, parce qu'il y a,
voilà, je ne sais pas si c'est un invariant historique, mais il y a un soin de la santé personnelle, la santé de la maisonnée qui occupe, mais qu'on trouve aussi dans les collections, dans les inventaires des collections masculines, mais qui est un des traits des collections féminines. Oui, donc finalement, cela nous fait revenir à cette idée que, alors peut-être pas un invariant, je ne sais pas, mais en tout cas, on vient à cette éthique du care, d'une manière qui aurait été présente déjà dans ces bibliothèques féminines. Mais comme vous l'avez montré, les bibliothèques, le rôle des femmes dans la constitution de ces bibliothèques plus ou moins invisibilisées est très fondamental, en particulier pour l'exploration d'autres territoires et le dialogue entre les cultures et la conquête de nouveaux domaines, en fait. Et ça, c'est assez... Au bout du compte, c'est un peu ce qui, dans la situation difficile qui était soumise, qui était, de manière générale, de subordination qui était faite aux femmes, c'était, malgré tout, il y a une sorte de solution, d'espaces de liberté nouveaux qui sont déployés et créés et qui donnent à cette histoire une allure un peu optimiste malgré tout, qui est assez plaisant d'entendre dans un amphithéâtre comme celui de Marguerite de Navarre. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci encore.